Bonjour. Merci de cette occasion, cette opportunité. Désolé pour le dress code, hein. Mathieu m'avait rien dit, donc je ne pouvais pas savoir. Hein. J'ai mis un peu le noir, mais prochaine fois, promis, je me colle. Hein. Ouais. Et donc aujourd'hui, je vais surtout aborder donc, le PTT et pas les syndromes de Matt. Donc je vais en parler du coup, puisqu'on m'a demandé d'en parler. Et surtout, du point de vue de l'urgentiste, c'est-à-dire sur un challenge diagnostique. Voici mes conflits d'intérêts. L'idée pour les collègues des urgences, c'est que vous sortiez d'ici en comprenant que c'est une urgence et qu'en dépit de la thrombopénie profonde, on est devant une maladie thrombotique. Ça a été dit plusieurs fois. C'est pas une maladie qui va, ou en tout cas beaucoup plus rarement, vous embêter par son tropisme hémorragique. Les signes cliniques ont été aussi abordés, c'est ceux de l'hémolyse intravasculaire, avec une anémie hémolytique mécanique, c'est-à-dire que c'est un globule rouge normal qui s'explose la gueule contre un mur et qui se casse. Et les fragments de ce globule rouge s'appellent les schizocytes. On va les voir. C'est lié pour le PTT, donc qui est une des microangiopathies thrombotiques, à un déficit en une métalloprotéinase, la DAMTS13, qui est un ciseau. En fait, elle va venir couper des multimères de facteurs Willebrand qui sont longs, et en les coupant, elle va les rendre rhéologiquement acceptables. Quand elle manque, les multimères de Willebrand restent longs et embarquent, agrègent les plaquettes avec eux et font de la thrombose microvasculaire. C'est pas de la thrombose fibrino-cryorique, c'est la thrombose de plaquettes avec du facteur Willebrand. C'est très important de penser à ça. Le traitement de référence, donc vous, aux urgences, c'est le traitement donc de la première nuit, du premier jour, c'est les échanges plasmatiques. Aujourd'hui, en France, dans 70% des cas, ils ne sont faisables qu'en réanimation, mais il y a à peu près 30% des malades qui pourraient ne pas être en réanimation, qui pourraient être dans une structure de surveillance continue. La corticothérapie est indiquée, puisqu'on va voir que le PTT acquis est une maladie auto-immune. Et néanmoins, l'association de ces deux médicaments, le plasma et la corticothérapie, laisse à peu près 20% des malades dans une situation qui n'est pas complètement réglée. Et plus récemment, le caplacizumab, qui donc a reçu l'autorisation de mise sur le marché dans le PTT acquis auto-immun, le caplacizumab, qui, on va voir ce que c'est, eh bien, est le traitement de référence. Voilà les objectifs. Alors, aux urgences, les situations cliniques qui vont vous amener vers le diagnostic de PTT, c'est surtout l'hémolyse ou bien des défaillances d'organes inexpliquées. Quand on a repris les malades venus par les urgences avec des diagnostics de PTT, l'hémorragie, elle est vraiment virtuelle. C'est pas pour ça que vous êtes appelé aux urgences pour un malade. Vous êtes surtout devant un diagnostic différentiel. Et là, on rentre dans ce qui vous a déjà été dit, l'hypertension artérielle maligne ou sévère, qui elle-même va mettre les malades dans une situation où il peut y avoir de l'hémolyse mécanique, ou éventuellement les autres diagnostics. L'un classique, c'est la CIVD, puisque c'est des malades qui se présentent avec des défaillances d'organes, un peu de fièvre et des cytopénies. Mais globalement, le diagnostic différentiel est plus fréquent que le diagnostic de microangiopathie thrombotique. Et puis, c'est très rare aussi que ce qui vous arrive dans les mains, c'est une thrombopénie inexpliquée. C'est pas la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est vraiment un syndrome hémolytique, ou bien une défaillance d'organes inexpliquée, qu'elle soit, comme ça vous a été dit, neurologique, cardiaque ou rénale. Ce monsieur, 49 ans, qu'on a eu dans le service il y a quelques années, n'avait aucun antécédent. C'est un monsieur qui est boulanger, qui fume pas mal, hein, qui n'a aucune autre comorbidité, qui a une vie habituelle. Hein, et en fait, il est en vacances depuis 3 jours. Hein, il est vu au supermarché et à 2h34, hein, sur la vidéo du supermarché, il tombe. Dans le supermarché, il y avait une infirmière de réa. Boum, elle le masse. Donc il n'a pas eu de no-flow. Il a tout de suite été massé. Il va ensuite après 7 minutes, avoir l'utilisation du défibrillateur automatique qui va faire tac-tac, et en fait, il revient à un rythme sinusal avec 2 mg d'adrénaline, et il est stable.
Voilà l'électrocardiogramme. Bon, vous êtes urgentiste, hein, donc vous en voyez beaucoup plus que nous tous. Et dans l'ambulance, il se stabilise très rapidement. Il y a une hypocontractilité cardiaque diffuse. Sur les gaz, il y a une production de lactate à 18. Et puis, le reste n'est pas vu dans le camion. Il a 8 grammes d'hémoglobine, une kaliémie normale, une créate à 170 et des plaquettes à 11 000. Donc, c'est un malade qui est vu comme un arrêt cardiaque avec un syndrome coronarien aigu. La question, c'est est-ce qu'il faut faire une angiographie coronarienne? Comme on n'a pas vu la partie du bas, la réponse c'est oui, c'est la procédure. C'est un malade qui a un ECG qui est dans la sphère de la maladie coronarienne. Cette coronarographie est normale et c'est à ce moment-là que les cardiologues, voyant la numération, vont appeler en réanimation et le malade arrive. Il est sédaté, mais déjà il répond aux ordres simples et il n'a aucun déficit. Malade vénard. Il a encore un peu d'adrénaline, et puis très rapidement, ça va être switché. Puis on voit bien qu'il ne circule pas encore très bien, il est vraiment marbré. Il a une pression artérielle moyenne à 66, il est encore très tachycarde, il a 25% d'éjection, un débit cardiaque qui est bas. Et puis biologiquement, on retrouve donc ces anomalies, 8 grammes d'hémoglobine, 7000 plaquettes, pas de CIVD, des leucocytes normaux, des schizocytes sur le frottis avec un test de Coombs négatif. C'est l'élément qui manque le plus dans les dossiers. Donc pensez un peu plus au test de Coombs. C'est vraiment devant un tableau d'hémolyse, c'est vraiment l'élément qui manque le plus, donc pensez-y. On voit qu'il y a une hémolyse intravasculaire avec 5 fois la LDH, l'aptoglobine qui est complètement occupée à faire son travail de scavenger, les bilirubines libres un peu élevées, une troponine très élevée, une insuffisance rénale, un bilan hépatique normal, et puis les lactates qui sont passés de 18 à 9. Le diagnostic, c'est donc un tableau de syndrome coronarien aigu sur un TTP avec un choc cardiogénique majeur. Pour la petite histoire, ce malade a eu besoin de 3 jours d'ECMO et a récupéré ad intégrum, parce qu'il s'est réarrêté derrière, mais c'est des malades pour lesquels aucun des facteurs pronostiques ne s'applique. Il faut y aller sans aucune limite, et même quand vous n'y croyez plus, vous continuez. Alors, là, on a vraiment l'histoire d'une hématie normale, d'accord, qui va venir se fragmenter sur de la thrombose microvasculaire, qui est faite donc de facteurs Willebrand et de plaquettes. Et l'hématie cassée s'appelle un schizocyte. Ici, c'est une forme typique en chapeau de gendarme, mais sinon, c'est presque une kippa, mais sinon vous pourriez avoir n'importe quelle forme. En fait, vous avez des fragments. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez observer l'ischémie en aval et les défaillances d'organes en relation avec cette ischémie, essentiellement cardiaque et neurologique. Il y a un petit débat sur est-ce que l'insuffisance rénale dans le PTT, c'est de la MAT, ou est-ce que, c'est-à-dire de la mésangiolyse, ou est-ce que c'est du rein d'hémolyse, eh bien, probablement un peu des deux, puisqu'aujourd'hui, on a des données autopsiques qui font évoquer les deux. Donc, devant un tableau d'hémolyse mécanique intravasculaire, vous avez la signature, et en fait, une hémolyse des schizocytes, c'est un syndrome de MAT. Point. Il y a besoin de rien, il y a besoin de rien d'autre. Vous allez bien sûr vous assurer qu'en plus de la présence des schizocytes, vous avez un test de Coombs négatif. La thrombopénie, eh bien, c'est une thrombopénie périphérique de consommation. Elle est consommée dans la thrombose microvasculaire. Donc c'est pour ça qu'il y a une thrombopénie. Donc surtout, n'apportez pas de plaquettes. Sinon, vous apportez le fuel à la maladie. Pas de plaquettes. Est-ce qu'on peut transfuser quand les malades ont une hémorragie intracérébrale ? Bon, bien sûr, mais ce qu'on va faire chez ces malades-là, c'est qu'on va leur faire 2 échanges plasmatiques, et puis pour ne rien vous cacher, ça fait 20 ans que je n'ai pas vu un PTT avec une hémorragie intracérébrale. Mais oui, sinon oui, mais on en entend parler. Et puis ensuite, je reviens, vous avez donc les défaillances d'organes sur l'ischémie en aval. Alors, donc voilà comment ça se passe. Vous avez un syndrome de MAT qui est caractérisé par une hémolyse des schizocytes et des manifestations cliniques de la thrombopénie. À vous maintenant d'évaluer le malade sur un plan neurologique. Vous pouvez avoir tous les symptômes neurologiques. Dans notre expérience, 80% des malades ont des signes neurologiques si on inclut les céphalées et l'amnésie antérograde. C'est incroyable ces histoires d'amnésie qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les maladies microvasculaires cérébrales. Mais en tout cas, c'est vraiment des choses... Donc la céphalée, c'est vraiment pas quelque chose de banal, surtout chez quelqu'un qui n'est pas connu comme migraineux. La deuxième chose, c'est les signes cardiaques. C'est donc une triade, la douleur thoracique, les anomalies électriques et la troponine.
l'échographie cardiaque, surtout vous, aux urgences, c'est devenu donc le prolongement de l'examen clinique, eh bien, va voir si il y a une akinésie segmentaire pour aller dans la sphère coronarienne. Et puis, les manifestations rénales qui caractérisent le CHU, le syndrome hémolytique et urémique, qui est une autre maladie qui n'est pas Adam-Stress dépendant et qui a différentes formes. On peut les caractériser en 3 formes. Le CHU qu'on dit typique, qui est donc la diarrhée entéro-invasive de l'enfant en âge préscolaire, et qui est liée en fait à une toxine d'Escherichia coli. Et comme cette toxine ressemble à la toxine de Shigel, on l'appelle shigatoxine. Et comme la laborantine qui a aidé à identifier cette toxine s'appelle Véronique, on l'appelle aussi la vérotoxine. Mais vous pouvez voir tous ces mots dans la littérature. Mais en fait, c'est une toxine d'Escherichia coli dont il y a un sérogroupe majeur, le 157H7, mais il y a d'autres sérogroupes. Et c'est souvent dans un contexte épidémique lié à de la viande, du lait ou éventuellement des produits un peu crus. Et donc, c'est souvent les grands-parents et les petits-enfants pendant les vacances scolaires. Et aux 2 extrêmes de l'âge, on y est sensible. Il y a le CHU atypique, qui maintenant a changé de nom, qui est lié donc à une dysrégulation du complément, et où on va avoir vraiment des lésions rénales de mésangiolyse avec de la microangiopathie thrombotique, et pour lesquelles on va avoir un traitement qui d'abord va être, on va dire, classique, c'est-à-dire un traitement supportif, sans plasma, puisque cette maladie-là ne dépend pas d'ADAMTS13. Et puis, très rapidement, quand on a l'ADAMTS13 qui revient normal et qu'on a éliminé les CHU secondaires, dont je vais parler tout de suite, eh bien, on va utiliser un bloqueur du complément, qui a transformé le pronostic rénal et général. Et puis, il y a les CHU secondaires, et on en a parlé tout à l'heure, qui sont essentiellement liés à des maladies générales autour, avec un syndrome hémolytique et urémique. Il y a aussi des atteintes digestives et hépatiques dans les syndromes de MAT qui sont les plus sévères, mais on n'en voit pas tous les jours. Alors voilà, donc une fois que vous avez un syndrome de MAT, à vous d'identifier le TTP, le CHU atypique ou le CHU typique. Donc vous allez faire un bilan qui va comprendre le dosage de la protéine ADAMTS13. En Île-de-France, le dosage est fait à lariboisière et le tube est un tube sec. Je vous conseille de prendre aussi un tube citraté et de le mettre de côté, mais en tout cas, vous ne prenez pas de tube hépariné, vous prenez un tube sec et vous l'envoyez à lariboisière, qui sont des tubes d'hémostase, et vous demandez le dosage de l'ADAMTS13. En Île-de-France, on l'obtient en 48 heures. D'autres laboratoires peuvent le faire dans certaines villes de région plus rapidement, mais c'est sur des kits qui n'ont pas exactement la même validité que le FRET, donc il peut y avoir des faux positifs et des faux négatifs. Si l'ADAMTS13 est indétectable, c'est bien que la MAT elle est liée à un déficit en ADAMTS13 et ça s'appelle un PTT. Si l'ADAMTS13 est détectable et qu'il n'y a pas de diarrhée entéro-invasive et que ça n'est pas un enfant, mais on va quand même chercher la PCR STEC, la PCR d'Escherichia coli, dans les selles, sur un écouvillon rectal, et il n'y a pas besoin d'attendre que le malade ait des selles. Eh bien, si ça c'est négatif, eh bien, on est dans un tableau, s'il n'y a pas de situation évoquant un CHU secondaire, eh bien, on est dans un tableau de CHU qu'on dit atypique, le CHU atypique de l'adulte, étant lié à une dysrégulation du complément, avec ou pas une manifestation génétique, un polymorphisme identifié, ils ne sont identifiés que dans un cas sur 2, et avec ou pas des antécédents familiaux qui ne sont identifiés que dans un cas sur 5. Alors, cliniquement, ce n'est pas possible de faire la différence. Bien sûr, vous avez de l'intuition, et au fur et à mesure, vous avancez, et puis quand vous passez du temps à l'examen clinique, c'est toujours payant, mais néanmoins, on voit bien que quand on compare des CHU typiques, des CHU atypiques et des PTT, voire des MAT secondaires, eh bien, en fait, les signes cliniques sont vraiment en overlap. On peut se fier à des éléments comme la diarrhée, on peut se fier à des éléments comme le type d'éléments neurologiques, l'atteinte cardiaque, mais franchement, on ne peut pas en rester là. Donc pour avancer, on ne peut pas se fier uniquement aux signes cliniques. Il y a des scores. Ces scores-là, ils sont là pour, comme le dosage d'ADAMTS13 prend 2 jours au mieux, parfois 1 semaine, imaginez que le malade arrive le vendredi soir et que le lundi matin, votre centre de tri a envoyé le tube à Bicêtre et non pas à Lariboisière, c'est mort. Ok. Eh bien, et je ne dis pas parce que c'est aussi en région, c'est régionalisé, c'est vraiment, ça dépend des CHU, il faut que le tube voyage dans le bon sens. Eh bien, donc, on ne peut pas attendre l'ADAMTS13, et donc, vous allez vous baser sur des scores. Le meilleur score, c'est celui qui a été donc établi par le CNR en France, le Centre national de référence. C'est l'association de
d'une créatinine inférieure à 200, c'est-à-dire pas trop d'insuffisance rénale, on veut bien en tolérer un petit peu, et de plaquettes très basses. Quand les plaquettes sont à moins de 30 000 et que la créate est normale ou inférieure à 200, eh bien, le syndrome de Matt est probablement un PTT. Ce score-là a été utilisé dans les essais randomisés et on considère que c'est 95,5, c'est-à-dire qu'en l'utilisant, dans 5% des cas, vous vous plantez, ce qui est quand même très acceptable. Il y a d'autres scores, j'en aime aucun, je n'aime pas le plasmique, je n'aime pas le Bentley, donc je ne vous en parlerai pas. Ils sont sur les diapos. Alors pour revenir sur la physiopathe, voilà la vie normale. Vous avez le ciseau en verre ici, le petit serpent, qui va venir couper les fragments de multimères qui sortent de l'endothélium et des plaquettes en les coupant et en les rendant rhéologiquement acceptables. Regardez, ils sont courts et ils n'agrègent pas les plaquettes. Si vous n'avez pas d'ADAMTS13, eh bien, personne ne vient raccourcir les fragments de Willebrand, qui sont très longs et qui agrègent les plaquettes et font de la thrombose microvasculaire. C'est un syndrome de Matt qui est ici lié à un manque en ADAMTS13 et donc à un PTT. Alors il y a plusieurs types de PTT. Il y a les PTT congénitaux qu'on voit exceptionnellement chez l'adulte. Dans les populations adultes, ceux qui en voient le plus, c'est les obstétriciens. C'est-à-dire que quand vous avez un PTT et que la patiente est enceinte, 1 fois sur 4, c'est un PTT congénital. C'est-à-dire, c'est un PTT où en fait on ne retrouve pas d'anticorps anti-ADAMTS13 et on se dit, tiens, il n'y a pas d'anticorps, donc voilà. L'autre PTT, c'est le PTT acquis auto-immun, d'accord, qui, 1 fois sur 2, est avec une maladie auto-immune patente, et dans l'évolution, un malade sur 2 va aussi développer une maladie auto-immune. Et puis il y a les PTT qu'on dit idiopathiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'anticorps, qui ne sont pas congénitaux et qui n'évoluent pas vers, ou dans le suivi, il n'y a pas de maladie auto-immune. Donc pour vous, aux urgences, vous avez le diagnostic de syndrome de Matt, l'anémie hémolytique mécanique, c'est le syndrome de Matt avec une dysfonction d'organes. Vous faites le bilan diagnostique, vous vous arrangez avec les réanimateurs pour que le malade ait, dans les 4 à 6 heures, de la plasmaphérèse et des stéroïdes. Dans les années, quand j'étais interne, dans les années 90, on proposait soit de la perfusion de plasma, soit de la plasmaphérèse, et je vais vous montrer tout à l'heure que la perfusion de plasma, c'est pas suffisant. On n'arrive jamais à apporter les quantités nécessaires. Dès que vous avez le résultat d'ADAMTS13 et qu'il est indétectable, c'est donc un PTT, et vous allez le gérer avec sa sévérité. Attention à l'âge. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais nous, notre expérience de l'hémolyse auto-immune en réanimation chez les personnes âgées, c'est vraiment un pronostic catastrophique. Attention à l'âge, attention à la troponine. Une troponine élevée dans un syndrome de Matt, c'est un malade à risque de faire un arrêt cardiaque. Attention. Attention au retard diagnostique, je vais en reparler. Pas de transfusion plaquettaire. La LDH, on dit qu'elle est le reflet de l'hémolyse intravasculaire, je ne suis pas sûr, mais bon. Il y a des malades qui ne répondent pas au traitement, pardon. Il y a des malades qui ne répondent pas au traitement. Je vais beaucoup avancer là, je crois. Voilà. Il y a des rechutes. Alors, les rechutes dans le PTT sont toujours moins graves que l'épisode initial, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a plus la galère du diagnostic étiologique. L'ethnie, et puis il y a d'autres facteurs associés. Alors, c'est cette diapo qui a permis, dans une étude, de comparer des malades décédés de syndrome de Matt à des malades qui ne sont pas décédés, montre bien que la cause du décès, elle est essentiellement ischémique, et elle est essentiellement l'infarctus du myocarde, l'AVC et l'ischémie du mésentère. Ce qui est très important aussi, c'est de voir que cette ischémie-là, elle est quand même bien établie sur un plan morphologique. Il y a des tas de données dans la littérature. On sait aussi que dans les séries autopsiques, ici c'est un cas rapporté du Japon que je trouve très bien fait, où on voit bien que ce n'est pas une thrombose fibrinocruorique, mais qu'il y a vraiment une thrombose de facteur qui révèle le facteur 8 et les plaquettes, donc on voit bien que c'est une thrombose très particulière. Et puis dans ce papier, qui est une très grosse étude de base de données, eh bien on voit que non seulement l'atteinte cardiaque, elle est associée à la mortalité dans le PTT, mais aussi que d'avoir des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est un facteur de risque d'avoir une atteinte cardiaque quand on a un PTT. Une fois qu'on a dit ça, c'est juste pour rediscuter de la coronographie de tout à l'heure.
Si un malade a des facteurs de risque cardiovasculaire établis, faites la coronaro comme pour un autre malade. Le malade ne sera pas stenté. Quand vous avez 5000 plaquettes, de mettre un stent actif, ça ne sert à rien. Ou en tout cas, c'est quand même très, très inefficace. Mais néanmoins, ça permet de lever des très gros loups et d'appareiller les malades dans les suites. Et quand le malade n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, y compris devant un syndrome coronarien aigu, on va rester le plus médical possible parce que l'urgence est à la plasmathérapie, au traitement immunosuppresseur et au caplacizumab, et l'urgence n'est pas à l'angiographie coronarienne. Juste des petites images de thrombose coronarienne en post-mortem, et voilà, qui devient maintenant l'autopsie post-mortem avec l'imagerie. Et juste pour vous dire qu'aujourd'hui, l'atteinte cardiaque, elle est vraiment caractérisée comme ça. L'élévation de la troponine, c'est l'élément le plus fréquent. Les anomalies ECG viennent ensuite. La douleur, la précardialgie, elle est pas si rare que ça, un malade sur 4 qui a une atteinte cardiaque. Ensuite, c'est le choc cardiogénique, qui n'est pas si rare que ça, 17% des cas. Et puis l'arrêt cardiaque, c'est le stade ultime. Ce papier du CNR-MAT qui montre bien que, toute chose égale par ailleurs, une élévation de la troponine est associée à une surmortalité. Vous, les urgentistes, vous avez une très bonne culture des biomarqueurs en préhospitalier. Donc, utilisez cette troponine que vous utilisez aussi pour les autres malades pour guider la prise en charge. L'autre atteinte, c'est l'atteinte neurologique qui, en fait, est elle-même très polymorphe. Vous pouvez avoir à peu près tout, un syndrome cérébelleux, vous pouvez avoir un état de mal épileptique, vous pouvez avoir juste des céphalées. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la présentation clinique est corrélée à une topographie, évidemment, cérébrale particulière, mais que ça conditionne aussi le pronostic à 1 an. Donc, on peut baser aujourd'hui le traitement et l'intensité du traitement par rapport aux données cliniques. Juste en une seconde, il se discute aujourd'hui de, comme on a le caplacizumab, de ne plus faire d'échange plasmatique pour les malades les moins graves. Mais évidemment, on ne va pas le faire pour un malade qui convulse, on ne va pas le faire pour un malade qui a un tableau d'AVC ou un infarctus du myocarde, mais pour des malades céphalalgiques, ça se discute. Regardez, quand vous vous intéressez au cluster des malades uniquement céphalalgiques, eh bien, quand vous voyez leur pronostic vital et fonctionnel à 1 an, eh bien, il n'y a aucun événement. C'est des malades qui ont vraiment la capacité de s'en sortir avec un traitement plus léger. L'idée de ces identifications de phénotypes va vers un traitement personnalisé. Attention, c'est des données, c'est des suggestions d'hypothèses. Maintenant, il faut les valider pour les transférer dans la pratique. Et donc, dans le CNR, il y a actuellement un essai randomisé, plasma versus pas de plasma, pour les malades qui ont un PTT, mais pas dans les formes les plus graves. L'atteinte rénale, eh bien, c'est un très gros point d'interrogation. Donc, il faut savoir, l'insuffisance rénale aiguë, eh bien, c'est à 10 ans, 50% de malades qui ont une insuffisance rénale chronique. En général, toute insuffisance rénale confondue, eh bien, dans le PTT, ça n'échappe pas à la règle. Les causes, elles sont multiples. Je suis désolé, mais j'utilise le mauvais. Les causes sont multiples. C'est lié à l'hypoperfusion, l'hypotension. C'est lié à la toxicité des produits de contraste. C'est lié aux maladies sous-jacentes. On s'est fait avoir quelques fois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un malade sur 2 a une insuffisance rénale aiguë. Et quand on s'intéresse à leur pronostic à 1 an, un malade sur 3 n'a pas récupéré la fonction rénale qu'il avait avant. Je voudrais finir en vous parlant de 4 malades qui nous ont bien mis dedans, on va dire sur les derniers mois. Une patiente de 27 ans, le monsieur de 49 ans dont je vous ai parlé, une patiente de 44 ans et un monsieur âgé de 77 ans qui nous a appris une bonne leçon de ce que c'était que le PTT chez la personne âgée sur un plan sémiologique et sur un plan pronostic. Eh bien, cette patiente-là est une patiente qui est enceinte et qui est au second trimestre, et en fait, elle va révéler un PTT congénital, donc un syndrome du Pio-Schulman, avec un PTT gravissime, et en fait, vraiment le diagnostic de thrombopénie n'avait pas été exploré correctement, elle n'avait jamais eu un bilan d'hémolyse, elle n'avait jamais eu un bilan global, et on en était resté sur une thrombopénie, c'était pas bon. Celui-là, vous le connaissez. Cette dame, en fait, on s'est fait avoir tout simplement parce qu'elle avait un Coombs positif, et il faut accepter, dans l'hémolyse hémolytique mécanique, il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas d'hémolyse auto-immune, donc le Coombs c'est négatif. Mais il faut accepter que parfois il peut être positif, en particulier quand il y a une maladie sous-jacente comme un lupus, ou en particulier dans d'autres situations un peu particulières. Eh bien, cette dame-là a survécu, mais après aussi 3 arrêts cardiaques et des situations difficiles. Et ce monsieur qui était à 77 ans, parfaitement autonome, jogging le matin, continué à bosser, chef d'entreprise, eh bien, nous a vraiment mis dedans avec un tableau neurologique extrêmement impressionnant, mais une récupération ad integrum. Voilà, donc il faut régulièrement, et le CNR-MAT offre
une RCP par mois qui est en Zoom, donc vous pouvez vous connecter. Amélie Marouane pourra vous donner, si vous lui laissez votre mail, elle vous mettra sur la mailing list. Et quand vous avez un cas un peu difficile ou un cas que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à appeler quelqu'un du CNR Maths. Il y en a dans toutes les régions de France avec un quadrillage région par région. Et sinon, il y a cette RCP en Zoom dans laquelle vous pouvez soumettre votre dossier. Demandez donc, laissez votre mail à Amélie Marouane. Ceci juste pour vous dire que quand on retarde le diagnostic de PTT, on le retarde surtout chez les dames par rapport aux hommes, parce que des diagnostics comme le syndrome d'Evans ou comme d'autres maladies sont évoqués. On le retarde surtout quand il n'y a pas d'anémie, puisqu'on ne fait pas de bilan d'hémolyse. Et c'est vrai que les PTT peuvent arriver avec 14 grammes d'hémoglobine. Quand il y a ce test de Coombs qui est positif et qui nous induit en erreur, ou quand il n'y a pas de schizocyte, et comme le disait Marc tout à l'heure, c'est un examen qu'il faut répéter parce qu'au tout début, pour des raisons techniques ou des raisons de sensibilité, eh bien, ils peuvent manquer. Et vous voyez que ça coûte assez cher de retarder un diagnostic de PTT, parce que quand vous voyez le retard à la normalisation plaquettaire, ça veut dire des jours d'hospitalisation et d'échange plasmatique, donc c'est pas intéressant. Très rapidement pour finir, le traitement. Eh bien, le traitement, il a été recodifié récemment, ça c'est le traitement d'avant, et aujourd'hui, le traitement, c'est une triplette. C'est l'association d'une plasmathérapie. Aujourd'hui, la DAM-TS13 recombinant n'est pas autorisée chez l'adulte. On peut l'avoir en accès particulier dans les formes congénitales, mais chez l'adulte, il y a des essais en cours, ça n'est pas autorisé. Donc le seul moyen de donner de la DAMS13, c'est de donner du plasma qui contient des quantités massives de la DAMS13 fonctionnelle. Ensuite, un PTTA qui est une maladie auto-immune, donc il faut donner une immunosuppression. La corticothérapie permet une réponse très rapide, on va le voir. Le rituximab, ça vient d'être dit, beaucoup moins rapide, mais l'idée de le donner d'emblée, c'est-à-dire dans les 3 premiers jours, c'est aussi de prévenir les récidives AJ10. Parce qu'on avait à peu près un malade sur 5 qui faisait un flare-up alors que ça commençait à aller bien. Dès que vous commencez à baisser le plasma, boum, les malades rechutent. Et puis le caplacizumab, aujourd'hui en France, c'est pour tous les malades, mais on a bien conscience que tous les malades n'en ont pas besoin autant. Donc il y a un protocole actuel pour n'en faire que pendant 2 semaines, le temps que l'activité à DAMS13 se normalise, voire des malades qui pourraient ne pas en recevoir quand il n'y a aucun signe de gravité. Alors, le plasma, c'est une masse mi-sanguine, donc 60 ml par kilo de plasma. En un échange, vous pouvez faire de la centrifugation ou de la filtration. La centrifugation, c'est les machines d'hémaphérèse. La filtration, c'est les machines de dialyse en réa. Et vous le faites globalement dans les 6 heures de l'admission pour éviter les quicks. Et ça permet à la fois d'apporter des quantités massives d'ADAMS13 fonctionnelles. Et donc, on va en faire tous les jours jusqu'à la normalisation plaquettaire. Et puis, certaines personnes, je n'en suis pas, pensent que ça clear les anticorps anti-ADAMS13. Et c'est vrai qu'il y en a dans les effluents, mais ça marche aussi très bien chez les gens qui n'ont pas de forme avec anticorps. Voilà, le plasma, c'est un niveau de preuve de niveau A. Il y a un essai randomisé du groupe canadien d'aphérèse en 1991, publié dans le New England, qui compare des malades qui ont une perfusion de plasma en rouge à des malades qui ont un échange plasmatique. Et bien évidemment, la différence de mortalité avec une bénéfice pour l'échange plasmatique est expliquée par des différences de volume de plasma. Le premier groupe a reçu plus de 20 litres de plasma, les autres ont reçu 6 litres de plasma. C'est impossible de perfuser plus de 15 millilitres kilo par jour de plasma. La recommandation, c'est 30, mais ils sont en surcharge, en OAP, vous n'y arrivez pas. Donc aujourd'hui, la plasmaphérèse est le traitement de référence. Si vous n'avez pas de plasmaphérèse, passez du plasma et mettez le malade dans une ambulance vers un centre où il y a de la plasmaphérèse. Les immunosuppresseurs, on peut en discuter plusieurs. Aujourd'hui, la corticothérapie fait référence alors qu'il n'y a pas de niveau de preuve. La seule chose qu'on ait, c'est ce papier rigolo italien qui va comparer des fortes doses en bolus par rapport à des doses classiques et qui va montrer qu'on a moins d'échecs et moins de mortalité, même si ce n'est pas significatif, avec des bolus de corticoïdes. Pourquoi est-ce que je vous montre un lama? C'est parce que le caplacizumab, c'est une nanoparticule qui va être récupérée par de la plasmaphérèse chez des lamas dans des conditions un peu particulières. Donc le caplacizumab, c'est un anti-Willebrand qui va donc inhiber l'adhésion du facteur Willebrand à la plaquette et donc créer une maladie de Willebrand. Donc c'est un anticoagulant. Mais surtout, il va empêcher que la maladie soit thrombotique, puisqu'en fait, il va décoller les plaquettes du facteur Willebrand.
Le caplacizumab a été l'objet de 2 papiers dans le New England, l'essai Titan et l'essai Hercule 2015-2018, et qui vont montrer tous les deux une diminution, alors les courbes sont hyper moches, je ne sais pas comment ils en sont arrivés à faire des trucs comme ça, mais qui a en tout cas une diminution du nombre de jours avant la rémission, une accélération de la récupération plaquettaire, surtout quand on regarde de près, on voit qu'il y a 39% de rattrapage en termes de temps vers la normalisation de la neutropénie, mais il y a aussi très peu d'exacerbation, 11% par rapport à 43% dans le groupe placebo. Et dans Hercule, on a des résultats extrêmement similaires. Ceci pour moi, pour vous amener à l'essai donc du groupe de référence, la triplette, avec 3 photos de Paul Copeau pour rigoler un petit coup. Et donc la triplette, c'est donc l'association de plasmathérapie, d'immunosuppresseur corticoïde rituximab d'emblée, avec du caplacizumab. Et on va comparer 90 TTP acquis-auto-immuns à 180 malades historiques de la base de données du CNR qui n'ont pas reçu de capla. Et en fait, on voit vraiment que le critère de jugement principal, qui est donc ce critère qui associe exacerbation et ou maladie cardiovasculaire, eh bien, passe de 12% dans le groupe d'avant à 2% dans le groupe d'après. Vraiment, c'est 10% de bénéfices supplémentaires. Alors bien sûr, c'est un anticoagulant, donc bien sûr, il y a de l'hémorragie plus importante, mais elle n'est pas majeure. On voit qu'il y a 13 hémorragies majeures, mais elles ne sont pas différentes dans les 2 groupes. Donc aujourd'hui, le traitement de référence, c'est celui-là. Et on voit à nouveau que dans cet essai comparatif, eh bien, le temps de récupération plaquettaire est beaucoup plus court avec le capla que sans le capla. J'ai fini. C'est une maladie thrombotique microvasculaire étendue. Les signes cliniques, c'est ceux de l'hémolyse intravasculaire aiguë, mécanique avec des schizocytes. Le PTT, c'est une maladie liée à Adams-13. Il faut savoir comment on le dose, où on le dose, mais il faut savoir ne pas l'attendre pour débuter le traitement. Le traitement n'est plus seulement les corticoïdes et la plasmathérapie, mais aussi le caplacizumab. Merci.